C'est l'heure de vous informer. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. Dans l'est de la RDC, l'EF 123 frappé en plein cœur. Willy Ngoma, porte-parole militaire de l'EF 123, a été tué mardi dans une frappe de drone attribuée aux forces armées de la République démocratique du Congo près de Rubaya, dans les territoires de Massissi au nord Kivu. Plusieurs sources, y compris au sein du mouvement, confirment sa mort. Cette disparition intervient dans un contexte d'intensification de combats entre les rebelles et l'armée congolaise appuyée par le milice Wazalendo. Les Nations Unies évoquent par ailleurs en soutien du Rwanda au 1-23, des accusations rejetées par Kigali. Nouvelle montée des tensions dans l'est de la RDC, à Rubaya, dans les territoires de Massissi, le porte-parole de l'EF 123, Laurence Kanyuka, accuse les forces coalisées au FRDC d'avoir mené des frappes de drones sur cette cité minière stratégique. Au même moment, le combat s'intensifie aussi à Minembwe. Les détails dans cet élément. Si on remonte d'un cran dans l'est de la République démocratique du Congo, c'est mardi 24 février 2026, le porte-parole politique de l'AFCM 23, Laurence Kanyuka, accuse les forces coalisées de Kinshasa d'avoir mené un bombardement par drone sur la cité minière de Rubaya dans les territoires de Massissi au nord Kivu. Une déclaration publiée sur son compte X dans un climat sécuritaire déjà extrêmement fragile. Rubaya n'est pas une localité ordinaire. Cette cité minière du territoire de Massissi est l'un des principaux centres d'extraction des coltan, minerais stratégiques utilisés dans la fabrication des composantes électroniques. Contrôlée par la rébellion de la FCM 23, elle représente un enjeu économique et militaire majeur. Selon Laurence Kanyuka, des drones des forces alliées du gouvernement congolais bombardent aveuglément la zone, dénonçant une violation flagrante du cessez-le-feu. Aucune confirmation officielle indépendante n'était disponible dans l'immédiat. Pendant ce temps, plus au sud, la situation des mers explosives à Minembwe dans les hauts plateaux des Fizi au sud Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les miliciens Wazalendo et des contingents burundais, ont intensifié la pression sur les positions des Twirwanéo alliés à l'AFC M23. Des affrontements et des frappes des drones signalés à la mi-février auraient provoqué d'importants déplacements des populations civiles, accentuant une crise humanitaire déjà préoccupante dans la région. Dans les territoires de Massissi, l'AFC M23 multiplie depuis plusieurs jours les communiqués dénonçant les violations du cessez-le-feu. Les mouvements rebelles évoque notamment des attaques le 22 février contre plusieurs localités dont Katoi, Louké et Kassenyi. Des sources locales rapportent toutefois des pertes de positions rebelles face aux offensives conjointes des FARDC et de leurs alliés. De son côté, Kinshasa rejette les accusations et impute à l'AFCM 23 la responsabilité première de l'escalade. Alors que les lignes de front évoluent et que les accusations se multiplient, l'est de la RDC semble s'enfoncer un peu plus dans une spirale d'affrontement où les civils paient une fois encore les prix forts. Pendant un mois, une importante délégation de l'état-major général des FARDC conduite par le général-major Chikoti Tambwe, commandant de la première zone de défense à Siyene, les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Tsopo et Tanganyika. Objectif, évaluer directement la situation sur les lignes de front, de transmettre aux troupes les encouragements du président de la République. Suivre ces reportages des sous-lieutenants Zonzi Dexter. Une délégation de l'état-major général de FARDC, conduite par le général-major Chikoti Tambwe Jérôme, commandant de la première zone de défense, a effectué pendant près de mois une mission à l'est de la RDC pour palper du doigt la situation réelle sur le terrain et apporter les messages d'encouragement du président de la République, chef de l'État et commandant suprême de FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux militaires déployés sur les différentes lignes de front. Cette tournée a emmené le général-major Chikoti Tambwe et sa délégation à Kalemi dans la province de Tanganyika, à Bunia dans la province de l'Ituri, sur les lignes de front des hauts plateaux de Minembwe, à Fizi, Mwenga, Point Zéro, Uvira, à Baraka, Pinga dans la province du Sud Kivu, à Beni, à Butembo, Bunyakiri dans les Massissi, en province du Nord Kivu, pour citer à Kisangani dans la province de la Tchopo. Au cours de son itinérance, le général-major Chiko Jérôme a échangé au niveau tactique avec tous les militaires déployés dans les zones de combat, ainsi que les différents commandants, afin de s'imprégner des difficultés réelles auxquelles ils sont confrontés et dans les soucis de répondre au GV de la plus haute hiérarchie, à savoir l'amélioration des conditions et les renforcements des capacités opérationnelles sur les terrains afin de répondre les territoires occupés. Nous nous connaissons très bien et j'aimerais que nous puissions parler
entre nous, officiers des forces armées. Tel qu'on se connaît, tel que vous connaissez bien ma façon de faire, j'aimerais que vous puissiez me parler sans tabou. Vous me parlez des opérations sans tabou pour que moi et la délégation qui m'accompagne puissions prendre note et proposer des solutions à la hiérarchie. À la fin de cette tournée, la délégation est rentrée satisfaite à Kinshasa après avoir constaté que les militaires se comportent bien sur le terrain. À la tribune du Conseil des droits de l'homme au Palais des Nations à Genève, en Suisse, la RDC a vivement dénoncé ce qu'elle qualifie d'agression de sa souveraineté par le Rwanda. Appuyé sur un rapport consolidé du gouvernement présenté par la ministre d'État Thérèse Kaikomba, Kinshasa fait état de plus de 17 000 atteintes graves, dont plus de 15 000 morts, des centaines d'enlèvements et des milliers de déplacés. Ces propos sont ici. S'agissant de l'exploitation de ces ressources naturelles stratégiques, mon gouvernement exige le respect des normes internationales et des principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. L'État veille à la responsabilité de l'ensemble des chaînes de valeur. Monsieur le Président, toutefois, ces efforts demeurent gravement entravés par les violations commises dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, notamment dans les zones occupées par l'AFC M23 avec l'appui du Rwanda. Les rapports du groupe d'experts des Nations Unies, la mission d'établissement des faits et la résolution S-37-1 ont établi la gravité des violations et décidé la création d'une commission d'enquête indépendante. Le Conseil de sécurité, dans sa résolution 2773, en a repris les constats et condamné les violations graves, demandant la cessation de tout soutien à l'AFC M23. Dans ces provinces, les violations documentées comprennent des assassinats, des violences sexuelles utilisées comme armes de guerre, des déplacements forcés, l'enrôlement d'enfants et le pillage de ressources naturelles. Un rapport consolidé du gouvernement, élaboré avec la participation de la société civile, fait état de plus de 17 000 atteintes graves, dont plus de 15 000 pertes en vie humaine, des centaines d'enlèvements, le viol d'une femme au moins toutes les 4 minutes et près de 8 millions de personnes déplacées. Pour sa part, le gouvernement de la RDC a pris des mesures pour préserver l'ordre juridique. En novembre 2025, une ordonnance présidentielle a déclaré nuls les actes posés par les forces d'occupation. Les autorités poursuivent également leurs efforts pour prévenir et sanctionner tout discours de haine. Et des enquêtes judiciaires sont en cours pour ces faits ainsi que pour d'autres infractions liées au conflit, dans le respect des garanties procédurales. À cet effet, la République démocratique du Congo coopère avec la commission d'enquête afin que les responsabilités soient établies. La RDC assume pleinement la protection de toutes ces communautés. Les accusations de discours de haine ou d'idéologie génocidaire ne reflètent ni la politique ni les actes de la RDC. La protection alléguée d'une communauté ne peut servir de fondement à une violation grave du droit international ni à une occupation illégale. Les États responsables s'en remettent aux instruments multilatéraux pour faire valoir leurs préoccupations. Ils ne substituent pas la violence au droit. Monsieur le Président, les défis auxquels nous faisons face ne sont pas uniquement financiers. Ils traduisent une érosion du multilatéralisme et des principes de notre ordre international. Les restrictions budgétaires en sont la conséquence, non la cause. Le système des droits de l'homme, indissociable de la paix et de la stabilité, ne doit pas être affaibli. Fragiliser ces mécanismes de protection, c'est compromettre la paix et l'avenir collectif. Face à des défis traditionnels et nouveaux, tels que l'intelligence artificielle et la cyberviolence, le Haut-Commissariat a besoin de moyens à la hauteur de ses responsabilités. L'exécution des mandats confiés par le Conseil constitue un indicateur de notre détermination collective. La commission d'enquête indépendante établie par la résolution S-37 en est une illustration concrète. Son opérationnalisation ne saurait être différée si nous voulons préserver l'autorité du système de protection des droits de l'homme. Monsieur le Président, Excellences, pour conclure, l'expérience de la République démocratique du Congo montre que sans responsabilité, il ne peut y avoir ni justice ni paix durable. Notre engagement s'inscrit dans une exigence plus large, un ordre international fondé sur le respect du droit, l'égalité des États et l'effectivité des mécanismes de responsabilité.
En République démocratique du Congo, la réforme de l'administration publique franchit une nouvelle étape. Le gouvernement annonce la mise à la retraite de 1200 fonctionnaires dans le cadre de la quatrième vague engagée par le ministre des Fonctions publiques Jean-Pierre Liaou. Une décision présentée comme un levier de rajeunissement et de stabilisation des effectifs. Reportage. Les régimes des retraites est un sacré problème en République démocratique du Congo, principalement dans l'administration publique. Depuis sa nomination au gouvernement, le ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Jean-Pierre Liaou, en a fait son principal cheval de bataille. Au cours de la 79e réunion du Conseil des ministres, une décision de mettre à la retraite la 40e vague de fonctionnaires a été prise. Il s'agit de 1200 agents de carrière des services publics de l'État. Les actes de départ à la retraite de ces cadres supérieurs et agents de collaboration sont déjà apprêtés et seront transmis essentiellement aux autorités compétentes pour sanction. Cette nouvelle vague de retraités survient après la précédente de 2000 agents qui a été mise à la retraite en décembre 2025. Elle comprenait 58 secrétaires généraux, inspecteurs généraux et médecins généraux, 232 directeurs, 285 chefs de division, 106 chefs de bureau, 716 agents de collaboration et d'administration de première classe ainsi que 603 agents d'exécution. Pour Jean-Pierre Liaou, cette décision rencontre les objectifs du gouvernement congolais dans les domaines de l'administration publique, le rajeunissement compétitif des ressources humaines, l'avancement en grade des agents méritants et la stabilisation des effectifs. Cette nouvelle étape de franchie résonne comme une véritable bouffée d'air pour le ministère de la fonction publique en République démocratique du Congo, dont récemment les scandales autour des retards de la paie des agents fonctionnaires de l'État a explosé. Pendant ces temps, la campagne agricole 2025-2026 franchit un nouveau camp. En mission d'inspection à Luanzo dans le secteur de Mongolwala, le ministre de l'Agriculture a évalué 250 hectares de maïs et a réaffirmé la vision du chef de l'État axée sur les 4 C avec un accent particulier sur les cultures vivrières et la relance du palmier à huile. Objectif affiché atteindre jusqu'aux 50 000 hectares de plantation par territoire pour booster la production nationale et accélérer l'industrialisation agricole. Reportage. Luozi, secteur de Mongolwala, au village de Nkundi. Après avoir visité 250 hectares de maïs de l'entreprise GR+, face aux agriculteurs, Moïse Nzangi a rappelé la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, pour laquelle lui met en place une stratégie structurée autour des 4 C. Culture maraîchère, culture vivrière, culture pérenne et culture du palmier à huile. Il a mis à profit son temps pour évaluer l'équipement envoyé sur place. Le ministère de l'Agriculture envisage la plantation de 50 000 hectares de palmiers à huile par territoire afin de stimuler la production nationale et l'industrialisation. La province du Congo central est parmi les provinces pionnières de ce vaste programme. Il y a des agrégateurs qui ont été choisis dans des provinces et qui ont reçu l'accompagnement des fonds de la BAD gérés par les fonds sociaux. Et donc nous sommes à la récolte pour la campagne A et nous sommes venus voir tous ceux-là qui ont reçu l'accompagnement du fonds social pour que la population voit les résultats. La présence du ministre d'État Luozi confirme la volonté du gouvernement de faire de l'agriculture le levier stratégique de diversification de l'économie nationale et de la souveraineté alimentaire. Terminons en sport. Après des années de transition, la Fédération congolaise de football association s'apprête enfin à tourner une page décisive. Le comité de normalisation dirigé par Belinda Lutandila a dévoilé ce lundi le calendrier des élections avec un point d'orgue le scrutin du 11 avril 2026 pour élire le nouveau président de la FECOFA. Des élections préalables sont prévues en mars au sein des Ligues des Nations. Pour en savoir plus, suivez ce reportage. Des années de transition après, la Fédération congolaise de football association va finalement connaître un nouveau président élu. Ce lundi, le comité de normalisation que dirige Madame Belinda Lutandila a rendu officiel le calendrier des activités électorales à la FECOFA qui seront précédées par des scrutins aux différentes entités connexes. Le grand jour est prévu le 11 avril 2026, date de l'élection du nouveau président de la fédération. Celle-ci sera précédée par les élections du président de la Ligue nationale de football des jeunes le 9 mars, celui de la Ligue nationale de football féminin le 10 mars et celui de la Ligue nationale de football le
le 11 mars. Le poste de la présidence de la Fédération congolaise de football association est l'un de très convoités en RDC, notamment pour des raisons stratégiques liées à la position qu'occupe le pays dans les paysages footballistiques africains et mondial. C'est surtout un poste très exigeant qui requiert de la grandeur des différents candidats. Il doit être quelqu'un qui aime le football et son pays, a déclaré Vidier Chimanga à propos du profil idéal pour diriger la FECOFA. Il doit avoir les moyens, a poursuivi le président des Aigles du Congo, qui a dit attendre du prochain patron de l'instance fêtière du football congolais la capacité à sortir le pays dans les marasmes dans lesquels il est en train de nager. En attendant, d'anciens footballeurs internationaux congolais avaient déjà exprimé leur volonté de prendre les rênes de la FECOFA sans les manifester officiellement. Cependant, les candidatures les plus loquaces sont celles de Olivier Safari, président de la commission des arbitres à la CAF, ainsi que Véron Mosengo, actuel secrétaire général. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'actualité. Merci de l'avoir suivi. C'est votre première fois de nous suivre. Veuillez vous abonner à la chaîne. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et partager toutes ces actualités. Rendez-vous, prochaine édition.